Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, excusez-moi, après un bon longtemps d'absence sur une description d'un jeu de société. Eh bien, voyez-vous sur quel jeu nous nous retrouvons aujourd'hui? Eh bien, c'est Shadows of Brimstone. Shadows of Brimstone. Alors, ben voilà, vous le voyez devant vous, là pour le moment, vous voyez que moi j'ai travaillé sur deux boîtes de base, donc la Cité des Anciens, City of the Ancients, et les Marais de la Mort, Swamp of Death, de Shadow of Brimstone. On va y revenir après, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 15 ans ou plus. Ça a été édité par Flying Frog Productions et ça a été créé par Jason C. Hill. Alors c'est simple, vous les avez ici, hein, toutes les indications. Ici pour la boîte de production et ici pour les critères du jeu. Alors c'est Shadow of Brimstone, c'est quand même un jeu qui est impressionnant pour moi, et puis qui est un peu dans la veine, vous savez, qui m'a un peu fait penser à Folklore The Affliction que je vous ai présenté il y a quelques mois sur la chaîne. C'est vraiment, il y a quelque chose dans la trempe du old school, vous voyez, dans même ce qui se rapproche un peu du jeu de rôle, au niveau des fiches de perso, des points d'expérience, des augmentations, tout, c'est du jeu old school pour moi. Et je m'aperçois que ça me touche, ça me parle, ça me plaît, il me plaise. Voilà. Alors, donc, je vous parle de Folklore, des Affliction en comparaison, bien sûr, mais vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter juste simplement au jeu. Ça va s'arrêter que, en fait, ce jeu, il est en anglais. Tout est en anglais. Eh oui. Mais, regardez, par exemple, une carte ici. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en français? C'est dingue, ça. Oui, c'est une carte, hein. Regardez ça. Eh bien, oui, parce que, rapport avec Folklore, eh bien, un fou que vous connaissez s'est empressé de faire la traduction, bon, il y a quelques années, je pense qu'il a commencé, hein, mais c'est Kyr, eh oui, Kyr a encore sévi sur le forum Coude, hein, ça fait un bon bout de temps qu'il est dessus. Il nous avait lâché sur Folklore, disant qu'il n'avait plus de temps, hein, parce qu'il le consacrait à un autre jeu, je sais pas quoi, nanana. Et puis alors je suis allé voir quel était cet autre jeu, et puis cet autre jeu c'était Shadow of Brimstone, et du coup ben, je me suis intéressé, et du coup j'ai été mordu, et du coup j'ai craqué, et j'ai dépensé mes sous-sous, hein, parce que ce jeu il est chaud et il est cher. Il est cher, je trouve. C'est quand même assez onéreux. Mais bon, on n'a pas besoin de tout le matos qui est dont est pourvu ce jeu. Hein. Ils ont créé un univers tellement vaste. Il y avait des extensions de partout, des personnages, des missions, des mondes, des fous de partout. Que en fait, moi déjà personnellement, il m'a fallu un bon bout de temps pour que je comprenne. Alors j'ai posé des questions, bien sûr, et on m'a bien aidé en ce sens. Hein, vraiment, ça a été très bien. Donc j'ai posé des questions pour essayer de comprendre un peu ce qu'était vraiment l'univers de Shadow of Brimstone, par quoi il fallait commencer, quelle interaction il y avait entre les boîtes et tout. J'ai lu les règles, j'ai relu les règles, j'ai lu du fluff et tout, puis j'ai compris un peu tout ça. Et en fait, il s'avère que le jeu finalement lui-même est très simple, mais que son univers est assez riche et que quand on débarque dans l'univers de Shadow of Brimstone, on peut être vite déboussolé et vite perdu. Donc, dans un premier temps, c'est pour cela qu'on va se consacrer uniquement sur la boîte de base City of the Ancients. Alors, la boîte de base City of the Ancients, la Cité des Anciens, je vais arrêter d'essayer de parler anglais, ça sert à rien. Elle introduit les nouveaux joueurs dans le monde de Shadow of Brimstone, qui est un jeu, comme vous le voyez, c'est du western, mais alors du western, hein, avec quand même un peu de, voilà, hein, de santé mentale à y perdre, si vous voyez ce que je veux dire. On va voir un peu vers les Marais de la Mort ici, vous voyez, hein, un prêtre, un indien, tout ça. J'adore le fluff et le monde du jeu. Ouais, j'adore un peu ce qui a été créé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a un là-haut, comme toujours, qui nous regarde avec ses yeux brillants. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, allez, on va enchaîner. Donc oui, c'est un jeu dans un univers de western qui est quand même assez complet dans son gameplay. Le gameplay de base, ma foi, est assez simple, c'est un dungeon crawler tiré d'un Ameritrash, parce que Ameritrash, ça s'entend, on va balancer des pelletés de dés.
C'est vrai, au début je disais non, bah si, on peut arriver à balancer des pelletés de dés. Moi ça me plaît, hein, voilà, déjà, je vous le dis, ça me plaît d'accepter cela. Le hasard, il y en a, certes, il y a des dés, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des moyens de mitiger le hasard, donc tout va bien, tout est bien fait. Donc c'est un dungeon crawl, hein, on avance sur des tuiles, voilà, on se déplace comme ça, puis on va essayer d'explorer des mines pour commencer, dans la boîte de base. On est dans une mine. On est en gros des cow-boys des cow-boys, pas forcément des cow-boys, non, des habitants du Far West, divers et variés d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de rôles à jouer, et ça c'est intéressant, on va y venir plus tard, hein, on construit notre personnage, on crée notre personnage, tout ça, il y a tout un fluff, dont je vais vous faire part tout à l'heure, mais là, je vous faisais vite fait une description du jeu. Donc voilà, on va pouvoir upgrader nos personnages. On va avancer comme dans un dungeon crawler. On va jeter des dés en veux-tu en voilà. On va avoir affaire à une opposition d'ennemis qui est, ma foi, très bien faite, car elle nous oppose une résistance plus que puissante. Donc ça, c'est pour me plaire, parce que j'aime pas quand on roule sur le jeu, hein. Non, là le jeu se laisse pas faire, et ça c'est tout pour me plaire, comme je viens de vous le dire. On va avoir également affaire, excusez-moi, à résoudre des événements au cours de notre exploration de la mine, hein, et on va avoir également affronter des ennemis. On va avoir la possibilité de faire des fouilles, de découvrir des objets, et puis également remplir des tests. Enfin, c'est assez vaste, c'est assez intéressant. Et puis alors, cerise sur le gâteau, figurez-vous que comme pour le moment, vous n'avez pas encore connaissance éventuellement, si vous découvrez ce jeu, de ce qui s'est passé réellement, de ce que nos héros vont venir faire ici, on va avoir également la possibilité de trouver d'autres mondes, des mondes extraterrestres. Et oui, partie de la Terre, nous allons pouvoir voyager au travers les dimensions ouvertes par une catastrophe, dont je vais vous expliquer un peu la source. En gros, nous sommes dans les années 1880, hein, dans le sud-ouest des États-Unis. Voilà. L'action se situe dans une petite ville qui n'avait aucune envergure, hein, au départ, c'est Brimstone. Voilà. Et puis aux alentours de cette ville, un chercheur d'or, un prospecteur d'or qui fouinait dans les mines a trouvé des éclats de ce qu'on appellera la roche noire, la malroche. Qui donc a découvert cette pierre qui s'est avérée avoir des propriétés magiques finalement, et puis qui a attiré la convoitise de petit à petit de beaucoup de personnes, de beaucoup de prospecteurs. Il s'est avéré que sa rareté, parce qu'elle est plus rare que l'or, figurez-vous, eh bien a attiré forcément la convoitise de personnes qui étaient prêtes à mettre beaucoup d'argent à l'intérieur. Ça a déclenché une sorte de ruée vers la Malroche, la Darkstone, et qui a fait que la ville de Brimstone s'est peu à peu peuplée et s'est agrandie en quelques mois. Et alors les humains, les cowboys, les prospecteurs, tout genre de personnages, bandits ou autres, indiens même, ils sont allés pour essayer de s'en mettre en plein poche. Et oui. Et donc, en fait, les personnes qui rachetaient ça, hein, qui ont vu là la possibilité de s'enrichir, ont commencé à amasser cette roche, la malroche, dans des entrepôts dans Brimstone. Et puis, ce qu'ils ne savaient pas, figurez-vous, ces gens-là, à force d'amasser, ils ne savaient pas qu'une des propriétés de la malroche était que si elle se trouvait amassée en grande quantité, côte à côte, serrée à proximité, eh bien, pouvait exploser. Et c'est ce qui se passa. Donc, un jour, elle explosa, elle ravagea complètement les environs et la ville de Darkstone, qui devint une ville en ruine. Et cela déclencha, malheureusement ou heureusement pour nous, joueurs, qui allons découvrir ce monde-là, ça la déclencha dans les mines avoisinantes où la malroche était enterrée. Ça la déclencha des ouvertures de portails par lesquelles des créatures indicibles commencèrent à envahir la proximité de Brimstone. Alors, il faut savoir que les autorités en place nient l'existence de ce phénomène. Et donc, toutes les personnes qui pouvaient être en contact avec cette sorte de brouillard qui s'est causé ont disparu, ont été happés. Les portails qui ont été ouverts dans les mines, en fait, donnent accès à d'autres mondes.
Vous vous rendez compte d'autres mondes inconnus pour l'humanité dans lesquels les plus impétueux et les plus farouches des héros qui vont s'aventurer à l'intérieur vont pouvoir pénétrer et découvrir des dimensions qu'ils ne connaissaient pas. Mais attention, ces dimensions-là ne sont pas sans risque. Et donc voilà, en gros, la plupart des gens, le commun des mortels, bien entendu, plein de logique claire et nette, fuient cet endroit et se disent non, mais c'est pas possible parce que quand on y va, on peut disparaître, on peut mourir, mais par contre d'autres en proie, en quête de reconnaissance ou même de richesse ou même des loyaux serviteurs de la paix ont envie de repousser ces horreurs qui sortent, hein, que je vous les ai montrées, je vous en ai montré quelques-unes là-haut, voilà, ce qui peut apparaître des portails des autres mondes, mais il n'y a pas que ça, donc des personnes, tout un tas de personnes se sont mis en tête, aller pour diverses raisons, aller quand même, connaissant ces dangers, à aller s'enfoncer dans ces mines. Et c'est un peu ce qui va se passer dans un premier temps dans le monde de Brimstone. Parce que, en gros, voilà, pour compléter l'histoire, ce jeu-là, tout son monde tourne autour de ça. C'est-à-dire que nous, on va commencer à jouer dans la cité des anciens, qui est en réalité un autre monde contenu dans la boîte de base qui est ici. Voilà. Donc, dans cette boîte de base, on retrouve bien sûr des héros, des monstres liés à l'autre monde qui s'appelle, dans cette boîte, allez, je vais vous le trouver, qui s'appelle Targa, le plateau de Targa. C'est une planète, c'est un autre monde auquel nous allons peut-être pouvoir accéder en jouant, parce qu'attention, tout ça c'est très bien fait, ce n'est pas dit que nous puissions y accéder, tout va dépendre de la découverte de notre plateau, parce que ce jeu est une découverte permanente, en réalité, les parties ne se ressemblent pas, donc je ne sais plus ce que je disais, voilà, oui, dans la boîte de base ici, nous avons bien le Far West, qui est un monde, qui est notre monde de base, où est situé Brimstone. Je vous montrerai d'ailleurs une carte tout à l'heure. Et cette boîte de base contient un autre monde qui s'appelle Targa, dans lequel nous pouvons éventuellement pénétrer. Voilà. Dans la boîte de base, les marais de la mort ici, c'est pareil. Nous retrouvons le monde du Far West. Ça, ça a râlé un peu parce que c'était une sorte de doublon, en gros. Ouais, voilà, c'est un peu ce que j'ai compris, moi. Mais elle contient aussi le monde des marais de la mort. Voilà. D'où peuvent émerger également des héros. Regardez, j'ai acheté ceci parce que j'adore, moi, les Indiens, j'adore. Et donc là, c'est Jargono natif. Jargono, c'est les marais de la mort. Voilà. Donc c'est un héros qui est issu de ces marais. Et thématiquement, moi, je m'interdis pour le moment de jouer avec ce héros, car je n'ai pas encore, dans mes aventures, pu pénétrer dans les marais de la mort. Voilà, donc il est là, je sais qu'il est là, qu'il existe, mais pour le moment, je n'y ai pas accès. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois, parce qu'il y a quand même une thématique, selon moi bien entendu, à respecter là-dessus, pour pouvoir profiter et ne pas faire n'importe quoi avec l'univers qui a été construit. Donc c'est pour cela. Pour le moment, cette boîte-là, on ne va pas y jouer. Alors, chaque boîte de base amène des héros. Donc, si je ne dis pas de bêtises, chaque boîte amène 4 héros. Ouais, on les a là. 4 héros ici, et là, 4 héros ici. Alors, quand même, on a la possibilité de les mixer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les 4 héros de chaque boîte. Donc, je démarre mon aventure avec 8 héros à ma possibilité pour me permettre de me créer des groupes d'aventuriers. Voilà. Donc là, la partie que je vais vous faire, j'ai choisi 2 héros. Il y en a un, si je ne me trompe pas, de la boîte de base, et un ici attendez, je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, et un ici des marais de la mort. Vous verrez tout à l'heure. Alors, voilà, maintenant que le décor est planté, on va continuer là-dessus. Vous voyez au-dessus, là-haut, il y a une boîte qui s'appelle Frontier Town. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous faire un petit rappel pour que vous situiez cette boîte-là. En fait, dans Shadow of Brimstone, on a donc la partie aventure. D'abord, quand on démarre une aventure, on peut créer nos personnages, prendre des personnages déjà créés, mais le mieux, c'est quand on démarre, il faut créer des personnages, on va les créer ensemble lors de la partie. Ensuite, une fois qu'on a créé ces personnages, on choisit la mission. Alors, les missions, entre elles, n'ont pas de réel, elles ne sont pas liées, ce n'est pas ce qu'on peut appeler pas thématiquement, c'est pas le mot. Ce qu'on peut appeler, nous, maintenant, avec nos expériences des jeux récents, un jeu à campagne en soi. Par contre,
c'est des scénarios qui peuvent être liés entre nous. Il est vraiment libre. C'est un peu comme si vous étiez votre propre maître du jeu. Vous avez des scénarios en main, et puis vous pouvez les lier, parce que quand même, il y a une certaine suite entre eux. Voilà. Hein. Donc, en gros, les scénarios sont appelés dans ce jeu des missions. C'est bien réellement des missions. On vous dit... Vous avez ça à faire. Si vous entrez dans cette mine, vous aurez ça à faire. Vous pouvez gagner ça. Il va se passer ça et ça. Et donc, vous verrez que quand vous lisez un peu les missions, elles s'imbriquent entre elles, mais elles n'ont pas de conséquences l'une envers l'autre. La mission 1 n'a pas de conséquences envers la mission 2. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que je suis assez clair. Ce qui est fantastique là-dedans, c'est que nos héros, eux, par contre, vont progresser. Hein, de mission en mission, par rapport aux points d'XP, par rapport aux objets qu'ils vont pouvoir acquérir pendant la mission, à la malroche qu'ils vont trouver, parce que cette malroche là, elle a un pouvoir magique, et donc elle va influencer nos héros, parce que nos héros, sachez-le, vont pouvoir prendre des touches de corruption, vont pouvoir prendre des touches de santé mentale, des touches de dégâts, c'est tout à fait normal, mais la corruption, elle, chaque héros a une résistance à celle-ci, mais elle va pouvoir amener des mutations. Et oui, car la malroche peut faire muter les humains. Et ça, c'est fantastique. Muter dans le sens physique, hein, aussi. On peut se retrouver avec 3 bras, quoi. Et tout ça, ça va se gérer dans le jeu, c'est fantastique. Donc, une fois que nos héros auront accompli, ou réussi ou pas, ça c'est intéressant, réussi ou pas leur mission, parce qu'on peut échouer une mission, il n'y a pas de souci, il y a des conséquences, mais on continue à jouer, eh bien, là, les héros, on va avoir un choix, une fois ressortis de la mission, en fonction de l'échec et de la réussite de cette mission, il y aura des conséquences qu'on appliquera à ce qu'ils vont faire ensuite. Ils vont avoir la possibilité de se rendre en ville. Voilà, de se rendre en ville. Et cette étape-là de la ville n'est pas bâclée. C'est une étape en elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que dans les boîtes de base, eh bien, elle est très bien gérée. On va d'abord passer par une étape de voyage, et ensuite on va arriver dans la ville où on va pouvoir faire des actions. Cette extension là-haut, Frontier Town, améliore encore plus, et elle est pour moi, qui aime ce style-là, où il y a vraiment... une possibilité de jouer chaque étape de l'évolution de nos personnages, et chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, de pouvoir le jouer réellement. Eh bien, Frontier Town amène ceci. Elle amène des ennemis nommés les bandits, certes, mais elle amène aussi beaucoup plus de choix de villes à aller visiter, et carrément un plateau de jeu où on va pouvoir faire des missions en ville. Voilà, chose qui n'est pas comprise dans les boîtes de base. Voilà, et ça, c'est excellent. Alors, en gros, quand on va partir, quand on va avoir terminé une mission, on va sélectionner une taille de ville qu'on veut aller visiter. Cette taille de ville-là, eh bien, elle dira, on va avoir une petite ville, moyenne ville, grande ville. Eh bien, ça la va donner le nombre des shops qui se trouveront dans la ville. On va tirer ces shops au hasard. Ça peut être l'église, ça peut être, il y aura une église, il y aura un magasin, il y aura un forgeron, il y aura un magasin d'armes, voilà, un marché ouvert, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est fait, on choisit la taille de la ville. Ensuite, on va tirer sur une table qui va nous dire si on va dans une ville normale ou si on va dans une ville avec des spécificités. Voilà. Et ça, c'est ce qu'amène également Frontier Town. Elle amène, je crois, ces 8 autres villes, nouvelles villes qu'on peut aller voir visiter, qui vont, en fonction de leur spécificité, amener des modifications lors de notre voyage en ville. Mais ça, je ne rentre pas dans les détails. Ça fera l'objet, je pense, d'une partie carrément dédiée à ça, et on va se régaler d'aller voir un peu nos héros se dépatouiller en ville, voir ce qu'ils vont y faire. Donc voilà, ça amène ça. Ensuite, eh bien, dans cette ville, on va pouvoir y dormir, on va y rester. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer. C'est pareil, il y a un temps, il y a plein de choses qui vont se passer. Et puis, à la sortie, quand nos héros décideront de partir, eh bien, ils partiront, et puis ils pourront choisir une nouvelle mission et recommencer et aller essayer d'explorer d'autres mondes. Voilà, éventuellement, voilà, en gros, hein. C'est vraiment en gros, je suis pas rentré dans les détails, hein, mais en gros, comment s'articule ce jeu, comment se vit ce jeu. Et donc, dans tout ça, vous comprenez bien que les extensions qui sont arrivées amènent des nouveaux mondes, amènent des nouveaux ennemis, amènent des nouveaux héros, amènent des nouvelles missions. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut se faire piéger à vouloir tout. Non, n'y allez pas comme ça. Commencez par une mode de base, éventuellement par celle-ci.
C'est la première extension, je pense. On me l'avait conseillé et je valide totalement les conseils. Merci messieurs de m'avoir conseillé ça. Vous avez un sujet dédié à ce jeu sur le forum Coude. Chapeau si vous voulez vous renseigner, c'est très bien fait. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté donc la boîte de base. Là, je me suis lâché. Franchement, c'était pas nécessaire, hormis avoir 4 héros, parce que pour le moment, je n'y ai pas encore joué dans ce monde-là. Mais je sais que je vais y venir, donc je le regrette pas. Mais vu le coût de la boîte, c'est 120 balles. Hein. 120, hein, déjà, là, vous avez compris, là? Ouais, bam. Ça, je crois que celle-là, je crois que c'est 60 euros. Là, on a 120, 240, on a 300 balles. Rien que de le dire, vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, ok, c'est à peu près ça, je pense. Hein. Donc, ça vous donne déjà une idée. Mais je vous dis qu'avec une boîte de base et ceci, et peut-être éventuellement pour compléter cette boîte de base, comme on m'avait conseillé de faire, c'était de prendre, vous l'avez ici, sur la droite, ici, une boîte de monstres supplémentaires qui sont liés à la boîte de base. Voilà, qui ne dénotent pas thématiquement. Ce sont les Masters of the Void. Et ouais, les maîtres de la voie. Non, pas de la voie, du néant. Du néant. Voilà, qui inclut des nouveaux monstres que je vais inclure dans ma partie et qui sont carrément costauds. Je regrette pas de l'avoir acheté pour jouer à celle-ci, à cette boîte de base. Là-bas, ici, ça, c'est une boîte d'ennemis supplémentaires qu'on m'a conseillé également d'acheter qui sont liés à l'univers des Marais de la Mort. Je ne regrette pas non plus, bien que je n'y ai pas joué. Parce que j'ai vu l'importance d'avoir celle-ci pour améliorer les monstres. Donc les monstres, vous les avez tous là, hein. Ils sont tous un peu partout, là, ces salopios, ils se sont bien planqués. Donc on a quand même, dans la boîte de base, on a quand même, allez, je n'ai pas de tête là de mémoire, mais on va compter, lui là, le gros, il y en fait partie, eux, ils en font partie. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 ennemis différents. Si je ne m'abuse. Master of the Void en amène 2 de différents. Donc vous voyez, déjà, on est pas mal là. Moi, je me sens assez bien. Et puis, Frontier Town amène les bandits, que j'inclus moi aussi dans les mines, parce que les bandits sont aussi ravagés. Vous verrez qu'il y a beaucoup de races, finalement, qui se créent à cause du néant propagé par la Malroche et l'explosion autour de Darkstone. Donc, je vais aller vous montrer si je la trouve assez rapidement, parce que voilà, ici, je sais pas, ça c'est une carte du monde qui entoure Brimstone. Alors, on va rapprocher ici un petit peu. Brimstone est ici. Vous voyez les ruines de Brimstone. Et ce que vous voyez là, c'est les dégâts qu'a fait l'explosion au final, qui s'est produite dans Brimstone. Et là, regardez par exemple, ici vous avez Helmont. Bon, ben on verra bien, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a le camp d'Erfon. Bon, il est tombé, voilà, il s'est fait envahir. Ici, vous voyez que là, ça a été touché aussi. Flame Folly, ici aussi. Là, on a un autre camp, un autre fort. Voilà, qui a été touché lui aussi, qui est tombé. Après, on a des endroits intacts. Voilà, on a des canyons, on a tout ça. Hein. Donc là, tout ça, c'est la région de Brimstone. Voilà, tout ce qui est autour de Brimstone. Alors, on sera peut-être amené à y voyager. Je ne sais pas, je vous le dis, je sais pas, je le découvre. C'est ça que je trouve fantastique dans ce jeu. Donc voilà, j'espère que là, je vous ai quand même assez bien situé l'univers et puis les possibilités du jeu. Je vous le dis, je vous ai pas tout dit parce que il y a tellement de choses qu'on en oublie, mais j'ai essayé d'être le plus concis possible. Alors à présent que nous sommes encore plus empreints dans l'ambiance du jeu, eh bien nous allons pouvoir commencer par la partie, par créer notre héros. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien en fait, le plus important c'est de choisir le héros qu'on a envie d'incarner. Car les héros sont assez personnalisés. Alors bon, dans le jeu, nous avons comme ça des fiches de héros qui représentent tous les héros, excusez-moi, qui nous caractérisent. Alors en fait, on a un côté masculin et un côté féminin, hein, mais les caractéristiques sont les mêmes pour chaque héros. Donc au final, là j'ai les 4 héros de la boîte de base. Oui, c'est bien ça, oui, le bandit, tout ça. Ouais, voilà. Ça, c'est les 4 héros de la boîte de base, le bandido, le piano player, l'US Marshal et le gunslinger. Ensuite, on a les 4 héros de la boîte de base de Swamp of Death. Donc, c'est de choisir son héros. Parce que les héros ont plusieurs caractéristiques. Alors, moi, j'ai choisi, je vais vous expliquer en vous montrant ce que j'ai choisi moi. Alors, bon, moi, j'ai choisi ce héros. Alors, je me suis fabriqué à l'aide des traductions de Kyr, j'ai un peu bricolé le truc et je me suis fait mes fiches de héros colorées comme ça. Oui, c'est pas printer friendly comme on dit, mais moi je kiffe. Donc voilà, je me suis fait des fiches de héros. On retrouve ici la fiche de héros de base, hein.
Voilà, ici, sans les chiffres ici. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va être amené à bouger. Nos caractéristiques bougent beaucoup. Donc, du coup, c'est bien d'avoir une fiche de héros. Et d'ailleurs, c'est prévu dans le jeu. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, ça rapproche encore plus du jeu de rôle. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Donc, alors, où j'en étais? Les héros sont personnalisables. Donc, voilà, je vous présente quand même les 2 classes de héros, hein, que j'ai décidé d'incarner. Donc, la première classe, c'est le prêtre, le prêcheur. Et la deuxième classe, c'est l'US Marshal. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de bien prendre le temps? Parce que chaque héros et chaque classe, donc là c'est un saint, voilà, ça c'est son mot-clé, le prêcheur, a des particularités. Donc ici, vous voyez, par exemple, pour le prêcheur, on va regarder un peu qui c'est. Le saint homme en mission est l'un des archétypes les plus classiques de l'Ouest, et dans la région anéantie qui entoure Brimstone, il y a de nombreux gens à sauver et de démons à châtier. Alors, vous comprenez bien pourquoi j'ai choisi un prêtre. Ouais. Avec ses sermons comme arme dans cette guerre sans fin contre le mal, un prêcheur accomplit des bénédictions pour le bien comme des jugements contre le mal. Voilà. Ça, c'est une première chose qui peut nous indiquer si la classe nous convient. Ensuite, on a une indication de comment jouer un prêcheur, si on en a besoin. C'est intéressant de l'avoir. Le prêcheur a la puissante capacité d'invoquer des sermons pendant la partie, de bénir les héros du groupe et d'infliger des jugements aux ennemis maléfiques, bien que lent en initiative, et ça c'est vrai. Et avec une faible défense, un prêcheur a une grande capacité à encaisser les aliénations et peut frapper avec son ouvrage sacré. Ouais. Il frappe au corps à corps avec ça, hein. Alors ça rigole pas. Ou alors vous verrez qu'il peut frapper autrement. Ici, on va retrouver donc les valeurs de départ, les valeurs de combat. Donc l'initiative, ça va permettre de déterminer à quelle place dans un round de jeu, dans un tour de jeu, il va se situer, il va jouer. Le combat, c'est le nombre de dés qu'il va lancer au corps à corps. Vous verrez tout ça. Le cran max, ça, c'est des jetons cran qu'il peut posséder lui-même. Ça représente son courage, hein, voilà, sa ténacité. En fait, il peut en avoir 2. Ça, le cran, en fait, ça sert à limiter le hasard. Hein. Ça peut être jeté ça peut être utilisé en défaussant un jeton cran. On peut utiliser un jeton cran pour relancer un nombre de dés que l'on veut, en sachant qu'un dé ne peut être relancé qu'une fois. Ça peut servir à jeter un dé supplémentaire de déplacement, parce qu'on se déplace en jetant des dés. Voilà. À chaque fois qu'on fait un test de caractéristiques, ça peut nous aider à relancer les dés. Voilà. Ensuite, pour toucher à distance, on touchera à 5+ avec lui. Donc, on va jeter le nombre de dés défini par notre valeur d'arme quand c'est à distance et un nombre de dés défini par notre valeur de combat quand c'est au corps à corps. Donc là, en combat, en mêlée, je jetterai 2 dés et je touche à 4+. C'est 2d6. Hein. D'accord? Ouais, c'est clair. De toute façon, on va le voir en jouant tout ça. Sa santé physique est de 12. Sa défense, pour se protéger des dégâts physiques, est de 5+, pareil. En fonction du nombre de touches qu'on va recevoir, on va jeter un nombre de dés. Et à chaque fois qu'on va faire un 5 et plus, on va apparaître un nombre de dégâts. Voilà. Parce que, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, sa santé est de 12. Sa santé mentale est de 10. Et pour bloquer les touches qui vont nous enlever la santé mentale, on utilisera la volonté, et il a +3. C'est pour ça qu'il est dit que, une grande capacité à encaisser les aliénations. Donc voilà, il se défend à 3+. Peut-être que là, ça ne vous parle pas, mais il faut avoir lu les règles et comprendre pour quand même choisir son héros à incarner. Parce que celui-là, on voit qui est beaucoup plus résistant contre les aliénations, hein, il a beaucoup plus de santé mentale, en fait, de protection contre la perte de santé mentale que d'autres. Ensuite, on a les valeurs de compétences qui, elles, vont nous permettre de réaliser des tests dans le jeu, qui seront demandés souvent par des cartes événements ou des cartes rencontres, et ainsi de suite. Donc en agilité, il est très peu agile. Il a 1, ruse, il a 2, en esprit, il a 4, c'est tout à fait normal. En force, il a 3, il est quand même assez costaud. En savoir, normal, il a 3. En chance, il a 2. Donc voilà, il a ce qu'il faut pour se défendre quand même. Ensuite, ça, c'est les capacités de départ que possède le prêtre, la classe prêtre. Donc, Saint Homme. Alors lui, attention, il est assez spécial. C'est un personnage qui sort un peu du commun pour sa gestion, comme certains. Tous les personnages, comme je vous l'ai dit, sont quand même assez asymétriques. Donc lui, il va jouer avec des jetons de capacité. Pour lui, c'est des jetons foi, ici. Donc ça nous indique qu'il va démarrer avec 2 jetons foi. Vous inquiétez pas, on va y venir quand on jouera. Ensuite, il possède la capacité Saint Homme.
vous ne pouvez pas utiliser d'armes à feu dans l'Ouest. Quelqu'un qui ne peut pas se servir d'armes à feu a intérêt d'avoir d'autres armes. Vous commencez avec un sermon bénédiction, tirez-en 2, choisissez un, et vous commencez avec un sermon jugement, tirez-en un. Donc ça, voilà. Ça, c'est ce qui le rend spécifique à lui. Il a son propre deck de cartes, qui est ici, voilà, qu'on va utiliser, vous verrez, tout à l'heure, et qui contient des bénédictions et des jugements. Ces jugements, en quelque sorte, vont lui permettre d'être un peu plus offensif, et les bénédictions vont lui permettre de soigner. Et ça, c'est puissant. Parce que vous allez voir, hein, on en bave. Hein. Ensuite, sa deuxième capacité, c'est châtiment des morts. Vos attaques contre les ennemis morts-vivants font plus 1 dégât. Voilà. Donc ça, c'est les capacités de départ du prêcheur. Voilà. Ensuite, en dessous, on a les équipements de départ. Donc, on a l'équipement de départ, le livre sacré, avec sa valeur, son icône de poids, parce qu'un personnage est limité pour porter des objets. En général, c'est sa force plus 5. Aïe, j'ai un doute, mais on y reviendra, vous inquiétez pas. On y reviendra, je crois que c'est sa force plus 5. Donc là, en l'occurrence, sa force qui est ici, hop, 3 plus 5, ça fait 8. Il peut porter 8 en poids. Mais je pense que c'est ça. Ça ensuite, ça c'est une icône d'amélioration d'armes. On peut améliorer ce livre sacré. Et oui, très important. Nous verrons ça, ça se fait souvent en ville. Hein. Ça, c'est la main. Donc, c'est un livre qui se porte à une main. Ah oui, forcément, on le voit bien ici, il le tient à une main. Ça lui donne plus un jeton de foi, c'est lié à sa capacité. Donc, il démarre la partie avec 3 jetons de foi. Ces jetons de foi vont servir à jeter les bénédictions ou les jugements. Et ça lui donne plus un combat. Plus un combat, c'est uniquement au corps à corps, c'est cette caractéristique ici, ce qui veut dire qu'il va commencer avec 3 en combat. Lorsqu'il se battra en mêlée, au corps à corps, il jettera 3 dés. Et sur tout 4 plus, il va infliger des touches. Elle est pas belle la vie. Voilà, et là on a symbolisé son arme, son livre. Ici on a un équipement alternatif. Pourquoi ? Parce que lui, il a, tous les héros ont des capacités, vous verrez. Si jamais il choisit d'utiliser une arme à feu, ça va modifier ses caractéristiques et son arme à feu de départ sera celle-ci, le fusil du Rédempteur qui a un coup, hein, comme le livre ici, donc ça peut être vendu. Hein. Enfin, non, ça ne peut pas être vendu les équipements de départ. Je ne sais plus, on verra plus tard. Le poids de son arme, donc 1, c'est une arme à 2 mains, elle peut être améliorée, elle peut prendre 3 améliorations. Hein. Elle a des mots-clés, hein, comme ici, hein, équipement, ouvrage, équipement, arme à feu, fusil, sain. Donc ça c'est intéressant, ça sain, c'est sain uniquement. Donc uniquement la classe sain peut posséder le fusil de Rédempteur. Portée 3, donc il tire 3 cases. Il a un tir, ça c'est pour les armes à distance, comme pour les attaques à mêlée, c'est le combat qui fait tirer 2 dés. Et bien ici, tir 1, c'est le nombre de dés qu'il va tirer à chaque fois. Voilà, il va faire une action de tir, il va jeter un dé. Ici il y a marqué utiliser le D8 pour toucher. Et pour les dégâts, les 6+, sont toujours des critiques. Utilisez les 2d6 pour les dégâts. Vous verrez ça, on va en parler pendant les combats. Donc voilà, ça c'est à connaître lorsqu'on choisit une classe. Donc moi j'ai pris le temps de savoir. Ensuite on tourne. Non, ensuite, parce que moi j'aime bien les feuilles. Donc on va aller chercher une autre feuille où là, on a le prêcheur, avec le même texte que je vous ai lu tout à l'heure. Jouer un prêcheur, c'est écrit ici. Ça, c'est moi qui me suis fait mes petits bricolages. Et ici, on a le choix de l'évolution de départ. Donc, le choix de l'évolution de départ, qu'est-ce que c'est ? On a 3 choix. Hein, c'est la deuxième chose à faire lorsqu'on prend une classe. On a 3 choix à faire. On peut être un missionnaire, on peut être un inquisiteur et un rédempteur. Donc, on va choisir celle qui nous intéresse. D'accord ? Donc, pour cela, on a un tas de cartes qui est ici, où chaque héros a 3 cartes, donc c'est 3 évolutions de départ. Là on a l'US Marshal, là on a le prêcheur. Donc vous voyez que j'ai déjà choisi, moi, ce que je voulais faire avec le prêcheur. J'ai décidé que ce serait un inquisiteur, ici. Donc on a le rédempteur, le missionnaire et l'inquisiteur, qu'on retrouve ici. Voilà, donc là on a une description de ce que peut faire. Moi, j'ai choisi l'inquisiteur. Pourquoi ? Parce qu'un inquisiteur se concentre sur les jugements puissants et agressifs à sa disposition. Ce sera pratique car les jugements les plus puissants sont difficiles à lancer. Donc, en gros, j'ai choisi que notre prêtre, ici, notre prêcheur, serait un inquisiteur dans sa façon de jouer. Voilà. Ensuite, on avait la possibilité d'être missionnaire. Donc, une fois par... En fait, missionnaire, c'est
l'inverse d'inquisiteur. L'inquisiteur, il va se focaliser sur les serments jugement, et le missionnaire, il va se focaliser sur les serments bénédiction. Donc là, plus guérison, là, plus offensif. Voilà, en gros. Et ensuite, on avait le rédempteur. Et ça, le rédempteur, comme vous vous rappelez le nom du fusil, vous pouvez à présent utiliser les armes à feu. Équipement de départ supplémentaire, fusil du rédempteur. Il remplace le livre sacré. Car là, quand on commence en tant qu'inquisiteur ou missionnaire, on commence avec un livre, puisqu'on ne peut pas posséder d'armes à feu. Ici, hop, on change, on devient rédempteur et on a le fusil du rédempteur en départ. Donc, il est très important de savoir laquelle on va choisir. Ça amène, parce qu'une fois que c'est choisi, hein, c'est la vocation de notre personnage, hein, de notre héros. Ok ? Bon, et bien là, moi j'ai choisi d'être un inquisiteur. Donc, tout ça figurera sur, ici, ma fiche de personnage. D'accord ? Voilà. Donc il suffit de rentrer ensuite les caractéristiques. Alors je vais vous chercher ça. Hop, excusez-moi. Je vais préparer, mais bien sûr comme d'habitude. Voilà. Vous voyez que là, sur une autre fiche, où j'ai commencé une aventure, d'ailleurs c'est le Père Jo, hein, qu'on va incarner, vous voyez que j'avais noté toutes les caractéristiques ici. Donc on va noter toutes les caractéristiques de notre héros ici, sur cette fiche, en fonction des choix qu'on a fait pour la création de notre personnage. Voilà. Donc là, on a choisi notre personnage, on a choisi son amélioration de départ, donc pour le prêtre, c'est inquisiteur, d'accord ? Et on va quand même regarder un peu pourquoi c'est intéressant, c'est-à-dire que, vous voyez ici, faire évoluer un prêcheur, on a ça, c'est pareil pour tous les héros. Lorsque vous montez de niveau, lancez 2d6 sur la table ci-dessous, pour votre bonus gratuit. Vous devez aussi choisir une nouvelle capacité sur la table d'évolution du prêcheur au verso. Bon, première chose à faire, lorsqu'on montera de niveau, là on démarre, on est niveau 1, pour monter niveau 2, il nous faut gagner 500 XP. Ça peut être rapide comme lent, ça dépend de notre aventure. Une fois qu'on arrivera, il faut savoir que on peut monter de niveau à la fin d'une mission, ou alors au début de notre tour, n'importe quand pendant la mission. C'est fantastique ça. Si on fait ça pendant la mission, ça nous permet de nous guérir de tous nos jetons santé mentale qu'on aurait perdus et de tous les dégâts. Donc ça peut être très très utile de le faire pendant une aventure, ceci. Donc lorsqu'on monte de niveau et qu'on fait évoluer un personnage, on va jeter 2d6. On les jette et on gagne définitivement ce que nous donne ici l'amélioration. Et ça peut être très puissant, on peut gagner plusieurs initiatives, lui ça lui ferait pas de mal, vous verrez qu'il est très faible, un déplacement, en force ou plus en agilité, gagner aussi 2d6 santé mentale, c'est énorme, 1d6 santé ou santé mentale, c'est énorme, enfin bref, voilà, c'est des améliorations qui sont très très importantes, vraiment, hein, très très importantes. Donc là, il y a une thématique à chaque fois pour le héros que l'on incarne. Vous voyez bien que là, garder la foi, ça nous fait gagner plus un jeton foi. Ici. Donc une fois qu'on aura fait ça, quand on aura monté le niveau, on va aller chercher sur la table d'évolution du prêcheur qui est au dos de sa fiche. Et là, on va aller choisir une capacité supplémentaire. À chaque fois qu'on va monter le niveau, on aura le choix de choisir une capacité parmi tout ceci. Alors comment ça se passe ça ? Eh bien en fait, on va démarrer par les premières cases ici, les 4 premières cases, on va démarrer par ça. Et ensuite, on ne pourra choisir qu'une amélioration la plus haute. C'est-à-dire que si je coche celle-ci, nouveau serment, bénédiction, je gagne ça. Donc je vais le marquer dans mes capacités, hein, ce que j'ai gagné. Donc ça va s'appeler foi. Ensuite, le niveau prochain, je ne pourrai aller que ici, ou alors ici, ici, ici. Voilà. À chaque fois, il faut qu'on démarre par la plus haute de la colonne. Il faut savoir que maximum, les héros peuvent aller niveau 8. Donc, vous voyez le nombre de capacités qu'il y a à choisir ici, eh bien, il faut bien choisir. Voilà. Donc avant de choisir et de créer son héros, il faut aussi voir un peu ce que ça va nous amener à être au final. Donc voilà, déjà, on entre dans la profondeur et je le trouve fameux pour ça. Là, on a vu les détails d'une création de héros, du moins choisir son héros en fonction de sa classe, voir ses améliorations et voir comment est-ce que ce héros se joue, est-ce que ça nous convient. Donc là, voilà, là, c'est pour ça que déjà, on touche dans quelque chose qui me plaît et qui me plaît beaucoup, c'est qu'on personnalise réellement, lors de la création du personnage, le héros qu'on va incarner pendant nos aventures. Bon, alors, on va mettre, donc ça, il ne l'a pas choisi.
On va mettre ici. Donc notre prêcheur est un inquisiteur, hein, très bien. Il nous faudra lui trouver un nom. Mais moi, je vous dis déjà, le nom est tout trouvé. Donc je vais l'appeler le Père Jo. Voilà, Père Jo. Père Jo. Ok, voilà, Jo, J-O. Donc ça c'est le Père Jo, d'accord. Mot-clé ici, ben, on l'a vu, le mot-clé c'est saint. Donc je ne mets pas trop gros parce qu'on peut gagner au cours de l'aventure des mots-clés, donc je le mets ici, mot-clé saint, je mettrai ses caractéristiques tout à l'heure. Là, je noterai également ses capacités, d'accord. Donc pour le moment, on en a fini. C'est un inquisiteur, très bien, je garde avec moi ici la carte pour me le rappeler, je le mets à côté de ma fiche de héros. Je prends mes 3, parce que, attention, le prêcheur vient avec quand même une explication, hein, d'accord. Donc le prêcheur, lui, il va démarrer, je vous expliquerai, il va démarrer avec 3 jetons foi, puisqu'il a, ici il démarre avec 2 bases, avec 2 jetons foi, il a ici 1 plus 1, donc amené par son livre sacré, je le noterai aussi dans ses capacités, donc il démarre avec ses 3 jetons foi ici. Bon, c'est 3 jetons foi, puisqu'il démarre avec 2 ici, et il a Saint-Homme et Châtiment des Morts, plus 1 amené par son livre. Voilà. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est choisir l'amélioration. Non, ça, c'est fait. Donc, on peut remplir la fiche de héros. Ils disent, si on le veut, oui. Moi, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, on va prendre son équipement de départ. Alors, son équipement de départ, à lui, ben, écoutez, déjà, c'est Starting Gear. C'est son livre ici, hein, livre sacré, qui va lui donner plus 1 en combat, puisqu'il tape avec. C'est fantastique. Donc, il avait 2, il passera à 3. Tout ça, ça va être noté. Donc, déjà, vous voyez que ça modifie ici ses critères. Donc là, on va quand même mettre combat. Ben, on peut le mettre. Hein. Alors, mêlée, ici, combat, c'est 3. Voilà, vous voyez ce que je fais? Oui. Donc là, je vais mettre 3. Voilà, de départ. Voilà, ici, amené par le livre. Ça, c'est bon. Vous avez rien vu. Forcément, il y a une éclaircie qui arrive. Et ça modifie la vue. Donc ici, 3 en combat. Ok, très bien. Ensuite, eh ben, écoutez, on va passer maintenant à... C'est tout pour son équipement de combat. Par contre, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a les sermons. Donc alors, pour les sermons, le prêtre commence avec... Et donc, comme je vous dis, lui, c'est une classe spéciale, ce qui demande juste un peu à la place. Si vous voulez, il n'a pas beaucoup d'équipement de départ. Par contre, il a ses sermons. Voilà. Donc ici, on a les jugements et les bénédictions. Donc, comme il est indiqué sur ces règles spéciales, il commence avec la bénédiction guérison de la foi. Donc, on va la chercher dans son paquet de cartes. Ça vient avec lui. Hein. Alors, bénédiction guérison de la foi. Voilà. Donc déjà, il commence avec celle-ci. Vous verrez comment ça marche quand on va l'activer. C'est vraiment bien foutu. Donc là, guérison de la foi, ça permet de soigner des 3 blessures sur vous-même ou un héros adjacent. Ok. Ensuite, vous voyez que ces bénédictions peuvent monter de niveau à lui. Et ça, c'est puissant aussi. Je vais pas m'arrêter de me dire qu'il me plaît, mais il me plaît. Et oui, c'est comme ça. Ensuite, on a droit, en départ, de choisir un nouveau sermon et de choisir une nouvelle bénédiction. Voilà. Au hasard. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Un nouveau sermon, non. Une nouvelle bénédiction et un nouveau sermon au hasard. Donc, quand on choisit un sermon ou une bénédiction au hasard pendant le jeu avec le prêtre, il faut choisir, il faut mélanger le paquet et piocher 2 cartes et en choisir une. Donc, on va commencer par la bénédiction ici. Vous voyez que même en début d'aventure, les héros ne sont pas les mêmes en fonction des choix qu'on fait. Et oui. Et un peu de hasard, ça c'est très bien. Quel Père Jo allons-nous avoir dans cette dimension? Donc j'en choisis 2 au hasard. Voilà, 1, 2. Et ça c'est fini, pour le moment, j'en ai plus besoin. Je pourrais en gagner lorsque j'évoluerai. Et oui. Donc là, j'en choisis 2, j'en prends 2 et j'en choisis un au hasard. Alors. Donc ça c'est le coup en foi, c'est le coup en jeton foi. Ça c'est le score qu'il va me falloir faire pour pouvoir le lancer, le bouclier de lumière. Il va me falloir faire avec 2d6, 9 ou plus. Bénédiction, bouclier. Intéressant, hein? Choisissez un héros sur la même section ou une section adjacente. Vous verrez ce que c'est qu'une section. C'est une tuile entière, hein, une section. Jusqu'à la fin du tour, ce héros gagne armure 5+, et armure spirituelle 5+. Ouf! Limite un bouclier par héros. Waouh. Ah, c'est puissant, hein? Celui-là, je ne l'ai pas eu. Vous verrez que armure 5+, c'est pas mal. C'est quand on prend les dégâts, ça peut nous protéger sur un 5 et plus. Bon, c'est dur à faire, hein? Mais ça peut aider. Au niveau 4, donc lorsque le prêcheur
Le Perjo sera au niveau 4, il gagne armure 4+, bon, un peu plus facile à réaliser dans le jeu. Donc pour la lancer, c'est 9+, ok, coup en x1, ici. Guérison, portée 6, choisissez un héros à portée, y compris vous-même. Ce héros peut retirer tout pion statut comme poison qu'il affecte ou peut guérir 3... Ah, je vais prendre celui-là. Parce que alors, s'enlever un pion poison, c'est compliqué, hein. J'ai pas trouvé en ville, par exemple, de moyen pour le moment, parce que j'ai pas fait toutes les villes, d'arriver à m'enlever un pion poison, hein, et c'est compliqué de se l'enlever, hein. Ah ouais. Ouais, je pense que je vais opter pour... Parce que bon, bien que celui-là, il est bien aussi, mais c'est le même coup en plus. Bon, moi, avec ma petite expérience du jeu, je vais y aller pour ça. Parce que c'est vrai que le pion poison peut s'avérer embêtant. Bon, en même temps, ça me fait 2 sorts de guérison, hein. C'est des 3 blessures sur vous-même ou un héros adjacent. Et là, c'est par contre, là, il y a une portée. Choisissez un héros à portée. Donc, portée 6, c'est intéressant. Vous pouvez guérir. Ah oui, c'est un des 3 aliénations. Et là, c'est blessure. Donc, non, allez, c'est bon. Je vais prendre guérison. Et celui-là, je vais pas le prendre, tant pis. Donc, voilà, déjà, vous voyez que je spécialise là mon prêcheur. Ok, donc pour les bénédictions, c'est fait. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va aller choisir un jugement qui sont offensifs. Et la vocation du Père Jo, hein, de Père Jo, j'ai choisi, je le veux offensif. Donc là, j'espère avoir quand même un beau sermon, jugement. Allez, ok. 1, 2. Alors, affaiblissement. Jugement, ouais. Coup en x1. 7 et plus pour le toucher sur 2d6. Portée 6. Choisissez un ennemi à portée. Cet ennemi a moins 2 défense jusqu'à la fin du tour. Les ennemis immunisés aux critiques ont simplement moins 1 défense. Au niveau 3, 2 ennemis. Au niveau 6, moins 3 défense ou moins 2 si immunisés aux critiques. C'est excellent. Vous voyez qu'il y a un coup en XP là. Là, quand il n'y a rien indiqué, c'est à chaque fois que je vais réussir à le lancer, je vais gagner 2 XP. Et il me semble que sur certains, il y a marqué première fois lancé dans l'aventure. Ah ben tiens. Première fois lancé dans une aventure, 15 XP. Après, non, plus d'XP. Donc celui-là, intéressant parce qu'enlever 2 en défense à un ennemi, croyez-moi, ça vaut le coup. Et en plus, en niveau 3, c'est 2 ennemis. Alors, c'est encore plus intéressant. 7 plus, ouais, coup en x1. Intéressant. Fureur vertueuse. 8 plus pour le lancer. Frénésie, jugement. Ah, c'est un sermon dangereux. Je vais vous expliquer après. Quand il y a cette icône-là, c'est un sermon dangereux. Choisissez un héros, vous y compris, sur votre section ou une section adjacente. La prochaine fois, lors de la prochaine activation du héros, il gagnera plus 1 dégât à toutes ses attaques. Limite, 1 frénésie par héros. Au niveau 4, 2 dégâts là. Putain, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Soit j'affaiblis l'ennemi, soit je me renforce. Il est pas mal ce choix. Est-ce qu'il vaut mieux que j'affaiblisse un ennemi? C'est quand même efficace, hein, d'affaiblir un ennemi. Hein. Portée 6. Choisissez un héros, vous y compris sur la section ou une section adjacente. C'est quand même intéressant quand même. Mais il faut que je choisisse bien parce que ces sermons, il va pas les gagner comme ça. Là. Il va démarrer, il est un peu à poil lui. Hein. Avec son livre là, c'est tout, hein, au contact. Hein. On peut se choisir nous-mêmes et on se donne un dégât de plus. C'est quand même un dégât de plus à toutes ces attaques. Hein. Donc ça veut dire que toutes mes touches, elles auront un dégât de plus. C'est quand même puissant. Hein. Bon, allez, je vais être offensif. J'ai dit que j'étais offensif. Allez, je vais prendre Fureur vertueuse. Donc je touche sur un 8+. Ok, donc ça, je défausse ça. Hop, voilà. Donc là, le truc du sermon dangereux, c'est que lorsque je vais jeter les 2 dés pour réaliser le sermon ici, eh bien, qu'il soit réussi ou pas, si jamais je fais un double, je vais aller sur... attendez, c'est où? C'est sur une table. Pardon, pas sur une table, je vais aller... c'est sur ces règles spéciales. En fait, à chaque fois que je vais infliger un double, par exemple, je fais un double 4. Hein, si je fais un double 4, eh bien, le prêcheur va subir 4 touches de corruption à défendre avec la volonté.
Voilà, hein. Et puis s'il y a toute touche de corruption qui ne sera pas évitée, va lui amener de la corruption ici, en sachant que chaque héros a une résistance de 5 dans corruption avant de muter. Oui, et oui, voilà. Donc attention au sermon dangereux, ça peut lui coûter cher. Donc voilà, là pour le moment on a, donc pour lui, où ai-je mis ce sermon? Voilà, on a donc notre inquisiteur a le sermon de guérison, c'est une bénédiction guérison de la foi et un jugement fureur vertueuse. Donc ça, plus son livre sacré ici, qui est un équipement de départ, définit en gros son équipement de départ. C'est trois sermons, c'est 3 jetons de foi. Il est inquisiteur, ça très bien. Maintenant, on en voit un peu plus sur le Père Jo qui va s'élancer dans l'aventure. Je commence à m'incarner en lui et ça, attention, ça peut m'amener des histoires si je me retiens pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour encore plus personnaliser le personnage, eh oui, on va aller piocher un objet personnel. Alors, les objets personnels doivent appartenir au monde d'où vient le héros, d'accord? Ça, c'est au cas où on est des héros qui viennent d'autres mondes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le prêcheur vient du Far West, vient de la Terre. Donc, là, j'ai réuni tous les objets personnels qui peuvent lui appartenir. Ils sont là. Alors, on pourrait très bien décider de les choisir pour coller au thème. Mais moi, j'ai décidé de m'en remettre au hasard, car le hasard fait souvent très, très bien les choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mélange donc tous les objets qui font partie du monde du héros que l'on crée. Et ensuite, on va aller piocher 3 cartes et en choisir une, tout simplement. Et ça la constituera réellement le héros avec lequel nous allons débuter dans notre aventure de Shadow of Brimstone. Voilà. 1, 2, 3. On va pas se prendre la tête, on prend les 3 premières. On va voir ce que le destin nous offre. L'As de pique. Personnel, porte-bonheur, plus 1 en chance. Vous pouvez lancer un dé de plus lors de vos tests de fouille. Ouf. Ah oui, parce qu'il y a des tests de fouille. Un test de fouille s'effectue à 3 dés normalement. Là, ça voudrait dire 4 dés. Donc plus de chances de trouver. Sur chaque 6, lorsqu'on fait un test de fouille, on prend un objet. Enfin, on prend un objet. On trouve quelque chose. Voilà. Ça peut être intéressant, c'est tentant. J'adore ces moments-là. Moi. Menottes, personnel, plus 1 en force. Une fois par aventure, annuler et repiocher un pion exploration. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. Hein. Oh, tiens, le dilemme. Oh, c'est intéressant, la force, vous voyez que ça peut jouer aussi, donc, notamment sur les tests qui vont nécessiter de la force, mais aussi, ça va augmenter mon poids. Transportable. Donc ça joue sur plusieurs points. Et en plus, ça me permet de repiocher un plan exploration. Vous verrez qui définit réellement ce que l'on peut rencontrer dans les mines. Ok, et là, dés en argent, personnel, dés porte-bonheur. Une fois par aventure, défausser et repiocher une carte que vous venez de piocher. Bon, ben là c'est chaud. Alors, comment le Père Jo se définit-il? Il n'a pas beaucoup de chance. Combien il a de chance? Sakharak. En chance de base, il a 2. Bon, c'est quand même pas mal 2, hein, pour le Père Jo. On voit que quand même, il y a deux choses. Alors, je crois que le destin nous dit, parce que là, il y a quand même 2 choses qui jouent, vous voyez, porte-bonheur, hein. Vous pouvez lancer un dé de plus lors de vos tests de fouille. Putain, c'est intéressant. Je sais pas quoi faire. Plus 1 en chance. Plus 1 en force. Aïe, ce choix. Vous savez que vraiment, quand on connaît le jeu, c'est pas facile. Hein. Donc, est-ce que je vais lui donner plus de force, améliorer son port et en plus me permettre de repiocher un pion en exploration s'il ne me convient pas? Non. Parce que je ne veux pas modifier le destin. Je vais simplement modifier ma chance. Et me donner plus de chance d'avoir de la réussite. Donc, je vais choisir l'As de pique pour le Père Jo. Et ça, je trouve que ça lui correspond. Ça va me donner un fil à suivre. Le Père Jo s'en remet à sa chance à présent. Ça, il va falloir que je modifie donc sa chance sur sa fiche de personnage. Il a plus 1 et je peux lancer un dé de plus lors de mes tests de fouille. Très intéressant. Donc voilà, le Père Jo maintenant, tout ça, ça sera noté sur sa fiche de personnage. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le Père Jo est carrément défini.
À présent, on va normalement choisir un pion de sacoche. Donc il va falloir que je choisisse un pion de sacoche. Alors qu'est-ce que c'est ça? Les pions de sacoche, c'est des pions que l'on peut porter sur un total J'ai levé la caméra car je me suis fait ma petite aide là avec mes pions de sacoche. Voilà. Ce sont des pions qui peuvent nous permettre de nous aider. On ne peut en porter que 5. Voilà. Chaque héros peut en avoir que 5 en même temps, pour le moment, sur lui. Donc ça, c'est les gros pions de sacoche. Pour le moment, je n'en ai pas. Donc voilà. C'est tout un tas de pions qui peuvent réellement nous aider dans notre aventure. Ouais, c'est très. Donc on peut en choisir, on peut prendre du whisky, du saké, du rhum, de la bière, des bandages, des explosifs, des fortifiants, des potions, hachettes, flash. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'au Perjo, parce que lui il a voyagé, plutôt que de faire un fortifiant, puisque lui il a ses serments pour soigner, mais il n'a pas d'attaque à distance, et donc regardez, là, hachette de lancer, attaque gratuite. Donc alors c'est intéressant, parce qu'en plus c'est une attaque gratuite, parce que dans le tour on n'a qu'une seule attaque, d'accord? Donc là, le Perjo va pouvoir avoir une attaque gratuite en plus de son attaque au corps à corps. Et ça c'est très intéressant. Donc attaque à distance, utilisant mêlée pour toucher. Et comme il est fort en mêlée, ben on va prendre ça. Portée, force plus 3, donc sa force plus 3, tire 1, donc 1 dé, et il fait plus de dégâts. Donc, ce cher Perjo va aller se chercher son pion sacoche. Alors, il y a un paquet dans le jeu, un sacré paquet. Donc, je vais aller chercher ce pion-là, et il va commencer avec ce pion hachette. Voilà, ici, avec lui. Hein, en sachant que, voilà, chaque héros ne peut en porter que 5. Alors, moi, il y a une carte, c'est ça, je vous la montre. Voilà. Il y a une carte ici qui permet de symboliser la sacoche. Donc on la met à côté et on positionne nos sacoches ici, comme ça, nos pions sacoches dessus. Donc je ne sais pas si je vais la garder car vous allez voir que ce jeu prend une place de malade avec les tuiles. Et ma table étant quand même un peu restreinte, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la place de le garder. Mais bon, je vais commencer avec et puis on verra ce que ça va nous dire. Eh bien les amis, voilà, le Perjo est créé, notre héros est créé. Maintenant, on va pouvoir passer à notre second héros, qui va être un Marshall, US Marshall. Le voilà ici. Donc, l'US Marshall que je vous présente ici. Donc, on a sa fiche de personnage qui est vierge, elle aussi, voilà. Comme d'hab, comme je vous ai montré pour le Perjo, ici. Donc, lui, qu'est-ce que c'est qu'un US Marshall? Les US Marshals sont des chasseurs de primes, des durs à cuire, au service du gouvernement. Généralement solitaires, ils parcourent le pays pour aider ceux qui ont besoin que justice soit faite. Lorsque c'est nécessaire, ils prennent aussi le commandement de petits groupes de citoyens et peuvent aller jusqu'à descendre dans les profondeurs de l'enfer pour accomplir leurs devoirs. Je veux dire, quoi de mieux que un US Marshal pour accompagner notre Perjo, le prêcheur, le saint prêcheur inquisiteur, pour essayer de rétablir le calme dans cette région, et éventuellement ça va être un peu plein les fouilles, puisque chasseur de primes, tout à fait. Voilà, donc là, on est ici, jouer un US Marshal. Alors, les US Marshal font partie des héros les plus résistants du jeu, avec leur défense de 3+, en effet, contre les dégâts physiques qui sont puissants. Ce sont des combattants de première ligne qui bloquent les couloirs ou foncent vers les groupes d'ennemis en évitant la plupart des attaques. Avec leurs fusils et leur capacité de double dose, les US Marshal peuvent aussi infliger de nombreux dégâts à eux tout seuls. En effet, leurs insignes de Marshal en font finalement des piliers du groupe qui peuvent choisir le moment adéquat pour imposer leur autorité et améliorer la prochaine attaque de tous les héros. Voilà. Donc je vais le prendre car le Perjo, se traînant un peu la savate de par sa nature de prêtre, a besoin de quelqu'un de fort, d'un leader physique, si on peut appeler ça comme ça. Donc nous avons dans cette équipe un leader spirituel et un leader physique, incarné par US Marshal. Voilà, ici, que je n'ai pas encore nommé, vous l'aurez remarqué. Alors les valeurs de combat ici. À l'initiative, l'US Marshal est plus rapide que le prêcheur. Le prêcheur, je vous rappelle, est très très lent en initiative. Il a 2. Donc vous allez voir que ça va jouer des tours. Ensuite, en combat au corps à corps, il lancera 2 dés. Et il a 2 de cran max, ça c'est comme le prêtre. Pour toucher à distance, 4+, un peu meilleur, une touche un peu meilleure que le prêtre, et en mêlée 4, donc égal au prêtre.
En santé, il a 10. Il est un peu moins résistant physiquement que le prêtre, bizarrement. Mais par contre, il se défend à 3 et plus. Or que le prêtre se défend à 5 plus. Vous voyez que lui aura plus il a moins de points de vie, mais il a plus de facilité de bloquer les dégâts, ce qui est très très important. Sa santé mentale est de 10, donc il est forcément aussi résistant que le prêtre. Et sa volonté de 4. Donc lui, il parera moins bien. Voilà, il a moins de résistance mentale à ce qu'il va voir que le prêtre. Les valeurs de compétence, agilité. Alors, il est beaucoup plus agile que le prêtre qui en a que ruse, très rusé. C'est normal pour un marshal, hein, pour un chasseur de primes d'être rusé. Et oui. Esprit 2, bon, forcément. Force 2, savoir 1. Il ne connaît pas très bien le monde qui l'entoure. Chance 3. Donc on va avoir quand même 2 personnages assez chanceux. Alors les capacités, double dose, uniquement avec un fusil. Une fois par tour, lorsque vous tuez un ennemi avec un fusil, vous gagnez plus un tir avec le même fusil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir faire en gros une deuxième action de tir. Voilà. Parce que plus un tir, c'est rajouter un dé. Voilà. C'est lancer un dé supplémentaire. Donc comme il vient de lancer un dé pour pouvoir infliger des dégâts, puisqu'il a tué quelqu'un, eh bien il gagne plus un tir. Voilà. Mais c'est une seule fois par tour. Donc il ne gagne qu'un seul tir. Ça, c'est capacité double dose. Ensuite, il démarre avec son fusil. Donc ça, c'est son équipement de départ qu'on va aller chercher. Donc équipement arme à feu, fusil, droit à une amélioration. Je vous ai expliqué vite fait ce que c'est, mais ça, on le verra en ville. Son fusil pèse 1. Donc on voit que la capacité de port, quand même, il a 2 en force, plus 5, ça fait 7. Hein. Il est moins fort que le prêtre, hein, ce qui est bizarre. Il possède une arme à 2 mains, donc portée 5 cases, tir 1. Utiliser le D8, et ça c'est très puissant parce que normalement on utilise le D6 pour toucher. Et pour les dégâts, là c'est pareil, on utilise normalement le D6, là on va utiliser le D8, c'est assez puissant. Les 6 plus comptent comme des critiques. Vous verrez que les coups critiques, c'est très intéressant, il n'y a que les héros qui puissent le faire, les ennemis ne le font pas, mais les coups critiques, les 6 plus donc, sur un D6 c'est 6, annihile complètement la défense des ennemis. C'est très puissant, le critique. Ensuite, il démarre avec son insigne de marshal, équipement, loi, symbole. Les symboles, les héros ne peuvent en posséder qu'un seul, donc ils ne pourraient pas avoir 2 insignes. Loi uniquement, ça tombe bien, son mot-clé, c'est loi voyageur, très bien. Ça sert, vous verrez que les mots-clés servent. Hein. Une fois par aventure, donner à tous les héros plus 2 tirs, avec une arme à feu ou plus 2 combats, ils choisissent lors de leur prochaine activation. Ça, pour nous sortir de situations critiques, c'est imparable. Mais c'est une fois par aventure. Hein. Voilà, donc ça, c'est ces 2 armes de départ que j'ai pris là, ici. Donc le résumé est inscrit ici. Voilà, là, on a tout ce qu'il nous faut savoir pour le fusil. Donc ça, c'est ces 2 équipements de départ. Vous voyez, là où le prêtre, lui, n'avait que le livre et ses sermons, eh bien, l'US Marshal a ces 2 équipements de départ pour démarrer tranquillement la partie. Alors, on va aller chercher quand même, vite fait, je vous montre, puisque là, on a pris l'équipement de départ, on va quand même choisir la classe de départ. Je suis allé un peu vite en besogne, mais c'est pas grave. Donc c'est pareil, hein, il a, lui, pour choisir sa classe, hein, comme on l'a vu avec le prêtre, il a ses 3 cartes. Voilà. Donc il peut avoir du sang-froid, il peut décider d'être un nettoyeur de l'Ouest ou d'avoir justement l'aptitude de roulement de tonnerre. Donc moi, j'ai choisi, hein, donc là c'est intéressant parce qu'il peut gagner plus un cran max, c'est-à-dire qu'à la place de démarrer à 2 jetons de cran maximum, eh bien il pourra en posséder 3, c'est super intéressant. Chaque fois que vous tuez un ennemi, vous pouvez guérir une blessure et une aliénation et gagner 10 XP. J'ai beaucoup hésité parce que sans froid, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Utiliser un pion cran pour guérir 4 blessures aliénation sur vous ou sur un autre héros. Je me dis que le père a ce qu'il faut pour soigner. On verra bien. Donc ça, je sors. Par contre, j'hésite beaucoup avec roulement de tonnerre. Parce que chaque fois que vous tuez un ennemi, vous pouvez récupérer un pion cran sur 4+. Ça, c'est une manière de récupérer du cran. Ça, c'est une manière de me donner un cran maximum. Et à chaque fois que je vais tuer un ennemi, je peux guérir une blessure et une aliénation et gagner 10 XP. Donc ça peut être très intéressant. Mais je vais partir sur ça. Parce que je vais utiliser le cran assez souvent, je pense, avec lui. Et donc, la possibilité de tuer un ennemi et de gagner un pion cran sur un 4+, il faut quand même que je fasse un 4+, sur un G, ça m'intéresse plus.
Donc, je vais dire que l'US Marshall va utiliser la capacité roulement de tonnerre. Donc voilà, hein, on a choisi ceci. Très bien, l'US Marshall, on a choisi sa capacité de départ. On a, je remplirai sa fiche de héros. On a pris son équipement de départ. Très bien. Et maintenant, on va piocher les objets personnels de l'US Marshall. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses qui pourraient intéresser la flaque de whisky. Ça pourrait être intéressant. Ça, là, mon truc gousset, ça aurait été bien que le père Jo la chope. Mais bon, il ne l'a pas chopé. Donc là, on va personnaliser donc encore plus. Allez, très bien. Hop. On y va. Excusez-moi. On prend le temps parce que quand même, c'est important, l'objet personnel. Donc je vais me piocher 3. Et moi, choisir un. Alors, vers quoi la vie qu'il aura menée hein, jusqu'ici va la mener. C'était pas terrible. Allez, le médaillon. Est-ce qu'il porte en lui un médaillon de sa vieille mère ou de sa bien-aimée? Plus un esprit. Ajoutez plus un à tous vos jets pour reprendre votre souffle. Ah ouais, intéressant. Alors, reprendre son souffle, c'est à la fin d'un combat. Ça peut nous permettre de récupérer de la santé mentale, des points d'aliénation ou de dégâts. C'est assez intéressant. Plus un esprit, ma foi, un esprit, il a 2. C'est sûr que avoir un ange gardien qui veille sur nous, ça peut être intéressant. On va voir l'autre. Le poncho usé. Tiens, on le connaît un peu celui-là pour ce qu'ils savent. Plus 4 en santé. Wow. Ignorer tous les effets de climat. Des effets de climat, je n'en ai pas eu encore. Hein. Mais ça peut peut-être servir. Ah oui, ça, je pense que sur le plateau de Targa, ça peut être très très fort. Si on va dans l'autre monde de Targa. Ouais. Et ensuite, tiens, les dés en argent. Une fois par aventure, défausser et repiocher une carte que vous venez piocher. Non, j'ai pas envie ça. Donc mon choix va se... Ouf, plus 4 en santé, il a 10 en santé, ça peut être tout à fait ce qui lui manque. Bon, c'est clair. Son objet personnel va être le poncho usé. Et ouais, j'aurais aimé mieux, mais parce qu'il y a mieux, enfin, c'est déjà énorme. Donc, il ne démarre pas à 10 en santé, il démarre à 14. C'est quand même puissant. Hein. C'est quand même puissant. Il va être dur à cuire. Ouais, notre dur à cuire. Il va falloir que j'y trouve un nom un peu percutant. Donc là, j'ai pris ça. Et en plus, il ignorera tous les effets climat si jamais il doit se rendre un jour sur le plateau de Targa, parce que je sais que le plateau de Targa utilise les effets de climat. Donc voilà, hein, pour lui, on va lui choisir son pion sacoche. Alors là, le pion sacoche, je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse à quoi lui donner. Bon, les Fangus des marais, je ne peux pas, parce que ça appartient au marais de la mort. Récupérer un pion cran, c'est vrai que le fortifiant pourrait être vraiment utile. J'avais quand même aussi envie peut-être de lui donner dynamite, mais c'est pas une attaque gratuite, c'est considéré comme une attaque, ça peut être très très intéressant. Ah, cigare raffiné, ajouter 3+, ou armure 3+, jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, donc c'est pour un tour de combat. Le cigare raffiné, c'est balèze. Bombe artisanale. 2d6, 500 défense, qu'est-ce que c'est ça? Oula. Des 3 rebonds, ouf, bombe artisanale, il faudrait que je vois. Ouais, on peut sonner la corruption, grenade, oh putain. Je sais pas si je les ai, ceux-là. Relancer un des dés pour repousser les ténèbres. Ah oui, ça c'est intéressant, vous allez voir que repousser les ténèbres, c'est quand même balèze. Puis en bois, non. Soigner 3 points de corruption, 2d6 de blessure. Ajouter plus de 1 de compétence agilité. Savoir, ah ouais, jusqu'à la fin du tour, saquer. Ah, j'ai quand même envie. Tant pis, je crois que je vais prendre le cigare raffiné. Mais ça ne dure qu'un tour. Mais ça peut me protéger énormément de dégâts. Ou alors je prends une dynamite. Attendez, bombe explosif. D3 rebond, D6 dynamite. Je vais aller voir si j'ai le jeton bombe artisanale, ma possession. Parce que si je l'ai, je vais le prendre. Bon, mais non, finalement, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé autre chose. Je vais prendre ça. Je vais prendre le stylet de Malroche. Attaque gratuite. Important pour moi. D6 blessure sans défense à un ennemi adjacent. Voilà. Alors par contre, vous voyez qu'ici, il y a une icône de Malroche. Et oui, vous savez,
cette Malroche-là, nous avons appris nous-mêmes, habitants du Far West, à commencer à la manipuler. Donc nous arrivons à fabriquer des armes avec. Vous voyez que ce métal-là, on le voit, la couleur un peu violette qu'il y a sur l'écran. Voilà, ici. Donc en fait, c'est une lame de Malroche, carrément. Hein. Et cette icône-là qu'on a ici va compter beaucoup si jamais, quand on finit une aventure, on compte toutes les Malroches qu'on a sur nous, plus tous les équipements qui auraient cette icône que l'on aurait sur nous, et tout ça peut nous amener à gagner des points de corruption. Et aïe aïe aïe, attention, c'est très dangereux. Donc, c'est risqué quand même de trop jouer avec ça. Donc je vais prendre mon pion ma sacoche, quoi. Hein, et je vais mettre ce pion ici. Ça, c'est un pion de sacoche qui va lui servir. Intéressant. Intéressant. Je ne l'avais pas vu, vous voyez. En cherchant, je l'ai trouvé. Donc là, on est bon. Hein. Il ne me reste plus qu'à trouver un nom à mon héros. Et donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de l'appeler. Attendez. Il y a un nom qui me vient à l'esprit, là, direct. Je vais l'appeler Eddie. Eddie. Alors, ceux qui commencent à me connaître sauront peut-être à qui je fais allusion. Eddie. Oh, Eddie Johnson. Oh, que ça sonne bien. Eddie Johnson. Johnson. Voilà, c'est écrit. J'ai bien orthographié Johnson, ça, vous pourrez rire si vous voulez. Donc, Eddie Johnson, niveau 1. Aïe, 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 attention, je ne l'ai pas mis. Niveau 1, ici, voilà, vous le voyez, hop, je vais baisser un peu, ici. Alors, on va mettre ces mots-clés. Lui, c'est quoi? C'est loi et voyageur. Oui, je le mets là. Loi et voyageur. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça peut servir. Voilà, donc on a tout. Donc il est équipé d'un poncho, il porte son insigne de Marshall, qui lui donne pas mal de capacité. Il a son fusil ici, et il a son aptitude ici, au roulement de tonnerre. Donc là, voilà, hein, on a choisi qui il était. Il a aussi sa capacité double dose, ici. Une fois par tour, lorsque vous tuez un ennemi avec un fusil, vous gagnez plus un tir. Donc tout ça, je vais aller noter ici tous ces éléments, plus les caractéristiques qu'il a gagnées. Et puis, ben, écoutez, ma foi, on sera quand même prêt à se lancer dans l'aventure. Et bien voilà, ça y est. Donc là, j'ai tout noté. Voilà. Hein. Alors, les caractéristiques de départ, bon, pour Eddie Johnson, US Marshal, ça, c'est sa classe. Niveau 1, les mots-clés, loi voyageur. Parfait. 3 en agilité, 4 en ruse, 2 en esprit, 2 en force, 1 en savoir, 3 en chance. Ça, c'est pour les jets de test. On voit qu'en combat, il a 2 crans max. 2, c'est les jetons crans qu'il peut posséder sur lui maximum. 4 plus pour toucher, 4 plus à distance, 4 plus en mêlée. Il a 14 points de vie. Et oui, ça, c'est son augmentation. Il touche à 3 plus, non, il se défend à 3 plus, pardon. Santé mentale, il a 10, il se défend à 4 plus en volonté. Ici, c'est sa corruption, pour le moment, il n'en a pas. Il a 5 en résistance de corruption, comme la plupart de tous les héros. Et il a 4 initiatives, ce qui n'est pas très, très rapide. C'est moyen. Donc ici, voilà, hein, ses capacités, je les ai notées. Hein, ça, c'est roulement de tonnerre. Bon, mais on l'a vu, hein, c'est ce qui le définit au final. Hein, c'est hop ici. Hein, ce qu'il a choisi, c'est sa classe. C'est une des 3 affinités de sa classe. Très bien. Et ensuite, il a double dose. Donc ça, c'est c'est une capacité de base. Voilà, qu'il a acquérie. Donc ça va matcher avec son fusil. Voilà. Et ici, côté objet, insigne de Marshall, une fois par aventure, plus de tirs ou plus de combat, c'est noté, hop, on peut enlever, et là, il a sa carte d'objet. Voilà. Là, on est bon, 0 expérience, 0 or, 0 Malroche, et un seul jeton, ici, de sacoche, c'est sa dague de Malroche. Voilà notre cher Eddie Johnson, l'US Marshall, qui est prêt. Ensuite, on a le prêcheur, on l'a vu tout à l'heure, hein, le Peugeot, la classe prêcheur, tiens, j'ai oublié de le marquer, prêcheur, hop. Voilà, ces mots-clés, c'est uniquement sain, il est niveau 1, il a 1 en agilité, 2 en ruse, 4 en esprit, 3 en force, 3 en savoir, 3 en chance, très bon, 2 en initiative, alors lui, catastrophique, sa résistance à la corruption est de 5, il n'a pas de corruption, on voit ici santé 12, 5 en défense, 5 plus, ouais, c'est faible, 10 en santé mentale, 3 plus en défense, son combat au corps à corps, il jette 3D, il a 2 crans max, il touche à 5 plus à distance, il touche à 4 plus en mêlée. Et puis ici, on a ses capacités. Donc c'est un inquisiteur, amélioration de départ. C'est un symptôme, par d'arme à feu, châtiment des morts, attaque contre les morts vivants à plus un dégât. Le livre sacré, plus un combat, plus un foi.
As de pique, plus un chance et plus un dé de fouille. Donc là, voilà nos deux héros, le Père Joe, qui est prêcheur, et Eddie Johnson, US Marshal, prêt à en découdre. Donc les amis, c'est ici que va s'achever notre vidéo d'introduction dans le monde et de l'univers de Shadow of Brimstone. Je vous retrouve alors rapidement pour démarrer la partie en votre compagnie. J'espère que vous aurez apprécié ce retour en vidéo de jeux de société. Si quoi que ce soit vous a dérangé, n'hésitez toujours pas à me le dire. Je suis là pour vous avant tout. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite de notre aventure.